Lâchez ce patient ou vous êtes viré. Le cri de l'administrateur résonna dans l'unité de soins intensifs, couvrant le bip des moniteurs. Lisa, une infirmière avec 20 ans d'ancienneté, ne broncha pas. Elle se tenait entre les agents de sécurité de l'hôpital et l'homme inconscient, qui semblait sans domicile fixe, dans le lit numéro 4, tenant une seringue d'adrénaline comme une arme. Ils pensaient qu'elle faisait une dépression nerveuse. Ils pensaient qu'elle risquait sa carrière pour un vagabond. Ils avaient tort. Alors que les agents de sécurité se précipitaient pour la traîner hors du bâtiment, le téléphone de la réception ne se contenta pas de sonner. Il hurla. Et la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle d'un médecin. C'était le Pentagone. Et il n'avait qu'un seul ordre. Ne laissez pas cette infirmière quitter la chambre. La pluie à Washington, D.C. a le don de balayer les faux-semblants de la ville. Un mardi soir de novembre, les rues glissantes à l'extérieur du centre médical Saint-Jude reflétaient les gyrophares rouges des ambulances. Mais à l'intérieur, l'air était stérile, froid, et sentait légèrement l'eau de Javel et le café rassis. Lisa Bennett ajusta sa blouse. Elle avait 45 ans et des mèches grises prématurées striaient ses tempes, insigne d'honneur de 2 décennies passées aux urgences. Elle avait tout vu. Fusillades entre gangs, carambolages, overdoses et décès silencieux et déchirants de personnes âgées. Elle était l'infirmière responsable de l'équipe de nuit. Un titre qui signifiait qu'elle était en fait le capitaine d'un navire en perdition chaque fois que la lune se levait. Arrivé. La radio du triage grésilla. Homme d'environ 60 ans trouvé inconscient dans une ruelle près de la 14e rue. Pas de papier d'identité, hypothermie, bradycardie. La tension artérielle est en chute libre. Lisa soupira et enfila une paire de gants en nitrile bleu. La salle de traumatologie 3 est ouverte, amenons-le. Les ambulanciers firent éruption par les doubles portes, la civière cliquetant bruyamment. L'homme allongé dessus ressemblait à un fantôme. Il était émacié, sa peau d'un gris translucide recouverte de couches de laine sale et humide. Une barbe hirsute cachait la majeure partie de son visage, et une odeur d'alcool bon marché et de saleté émanait de lui. John Doe, l'ambulancier, un jeune homme nommé Kevin, haletait tandis qu'il le transférait sur le lit d'hôpital. On l'a trouvé derrière une benne à ordures. On dirait un cas classique d'hypothermie associé à une intoxication alcoolique. Il est à peine réactif. Le docteur Greg Miller, le médecin de garde cette nuit-là, s'approcha en sirotant une boisson énergisante. Miller était jeune, arrogant et plus soucieux de ses statistiques que de son comportement envers les patients. Il jeta un coup d'œil au patient et plissa le nez. « Super, marmonna Miller. Encore un habitué. Faites un dépistage toxicologique. Réchauffez-le avec des couvertures et installez-le dans le couloir une fois qu'il sera stable. Nous avons besoin de la salle de traumatologie pour les vrais cas. J'ai entendu dire qu'il y avait un carambolage sur le périphérique. » Lisa regarda l'homme, quelque chose ne collait pas. Elle avait soigné des centaines de patients sans domicile fixe. Elle connaissait les signes de l'alcoolisme chronique, les ravages de la vie dans la rue. Mais alors qu'elle coupait le manteau trempé de l'homme pour y attacher les électrodes de l'ECG, elle remarqua ses mains. Elles étaient colleuses, certes, mais pas comme celles d'un ouvrier ou d'une personne vivant dans la rue depuis des décennies. Les callosités étaient spécifiques, alignées le long de l'index et de la paume. « Docteur, dit Lisa d'une voix calme, son rythme cardiaque est de 38. Ce n'est pas seulement le froid. C'est un blocage. Il est ivre, Lisa, répondit Miller en se détournant pour consulter un dossier. Donnez-lui des liquides et une couverture chauffante. Déplacez-le dans 10 minutes. Lisa ne bougea pas. Elle attrapa une paire de ciseaux et continua à couper la chemise de l'homme. C'est alors qu'elle le vit. Ce n'était pas un tatouage, c'était une cicatrice, mais pas une blessure aléatoire causée par une bagarre au couteau ou une chute. Au milieu de sa poitrine, une ligne irrégulière et à peine visible descendait verticalement. Une cicatrice de sténotomie résultant d'une opération à cœur ouvert. Mais à côté, juste sous la cage thoracique gauche, se trouvait un groupe de 3 petites marques circulaires plissées, des blessures par balle, cicatrisées, anciennes, mais distinctes. « Kevin, demanda Lisa au secouriste qui rangeait son matériel, avez-vous trouvé des effets personnels? »« Rien du tout. Juste ça, » répondit Kevin en jetant un petit sac en plastique détrempé sur le comptoir. Il le serrait dans sa main. Nous avons dû lui ouvrir les doigts. Lisa ramassa le sac. À l'intérieur se trouvait une seule plaque d'identité rouillée. Pas de nom,
Pas de numéro de sécurité sociale, juste une série de chiffres, 8910 alpha. Et en dessous, une phrase en latin à peine lisible à cause de la rouille. Vigilia eterna. Veille éternelle, murmura Lisa. Elle regarda le patient. Il ouvrit les yeux. Ce n'étaient pas les yeux troubles et jaunis d'un alcoolique chronique. Ils étaient d'un bleu acier perçant, terrifié et lucide. Il attrapa le poignet de Lisa avec une force surprenante pour un homme mourant. Ne les laissez pas faire. Il haletait. Sa voix ressemblait à du gravier qui crisse. Lâcheux et compromis. Monsieur, vous êtes à Saint-Jude. Vous êtes sans sécurité. Lisa le rassura, essayant de lui retirer doucement la main pour vérifier son pouls. Non. Il essaya de s'asseoir mais s'effondra à nouveau, les moniteurs hurlant alors que son rythme cardiaque chutait à 30. Écoutez, infirmière. Protocole code noir, Whisky 6. Le docteur Miller passa la tête par la porte. Lisa, pourquoi est-il toujours dans la salle? Nous avons une blessure par balle à 3 minutes d'ici. Déplacez-le. Il est en arrêt cardiaque, Greg. Lisa s'écria, abandonnant toute formalité. Ce n'est pas un ivrogne. Regardez cette sternotomie. Regardez ces blessures. Il murmure des codes militaires. Miller ricana, entrant complètement dans la pièce. Des codes? Il délire à cause de l'hypothermie et du sevrage. Whisky 6, ça ressemble à une marque d'alcool bon marché. Injectez-lui de l'atropine et sortez-le d'ici. J'ai besoin de ce lit. Lisa regarda le moniteur. Le rythme cardiaque de l'homme était chaotique. Bloc cardiaque du 3e degré. Il avait besoin d'un pacemaker ou, à tout le moins, d'une stimulation externe immédiate. S'il l'avait déplacé dans le couloir, il serait mort dans les 10 minutes. Je ne le déplace pas, dit Lisa. Miller s'arrêta. La pièce devint silencieuse. Les autres infirmières occupées à préparer les perfusions se figèrent. Excusez-moi. Le visage de Miller se renfrogna. J'ai dit que je ne le déplaçais pas. Il est instable. Si nous le déplaçons, il mourra. Il a besoin d'électrodes de stimulation maintenant. Lisa. Miller s'approcha, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure dangereux. Vous êtes infirmière, je suis médecin. Je vous dis que cet homme est une perte de ressources alors que nous allons être débordés cette nuit. Il est en attente d'une décision de ne pas réanimer. Déplacez-le ou je vous dénoncerai pour insubordination avant la fin de votre service. Lisa regarda l'homme dans le lit. Ses yeux roulaient, mais sa main agrippait toujours sa blouse. Ce n'était pas seulement un patient. Lisa avait un frère qui avait servi à Fallujah. Elle connaissait le regard d'un soldat qui continuait à se battre, même si cette guerre se déroulait dans sa propre tête. « Faites-moi un rapport », dit Lisa en tournant le dos au médecin. Elle ouvrit le paquet de électrodes de stimulation externe. « Becky, prenez le chariot d'urgence. Commencez la stimulation à 70 battements par minute. » Miller était furieux. Il jeta son bloc-notes sur le comptoir. « Très bien, vous voulez jouer les héros? Faites-le tout seul. Mais quand l'administration viendra ici pour demander pourquoi une salle de traumatologie est bloquée par un inconnu lors d'un accident avec de nombreuses victimes, je leur dirai que c'était votre décision. » Il sortit en trombe. Lisa ne le regarda pas partir. Elle plaqua les électrodes sur la poitrine de l'homme. Son corps sursauta lorsque l'électricité le frappa. Le moniteur se stabilisa. « Boum, 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 70 battements par minute. »« Qui êtes-vous » lui murmura-t-elle en essuyant une trace de boue sur son front. L'homme ne répondit pas. Il était de nouveau inconscient. Mais dans la poche de son pantalon en lambeaux, à l'insu des ambulanciers, un petit appareil noir de la taille d'un porte-clés se mit à clignoter d'une lumière rouge lente et silencieuse. Lisa ne le savait pas encore, mais elle venait d'activer une balise, et les personnes qui allaient venir y répondre n'étaient pas des médecins. 1 heure s'était écoulée. Le chaos prédit par le Dr Miller s'était produit sous la forme d'un carambolage de 4 voitures sur l'autoroute 195. Les urgences ressemblaient à un champ de bataille. Des brancards encombraient les couloirs. Les infirmières couraient dans tous les sens avec des poches de sang O négatif. Et l'air était chargé des cris des blessés. Au milieu de tout cela, Lisa Bennett montait la garde dans la salle de traumatologie 3. Elle avait stabilisé l'inconnu. Elle avait mis en place une perfusion de dopamine pour maintenir sa tension artérielle et l'avait enveloppé dans une couverture chauffante pour augmenter sa température corporelle. Toutes les 10 minutes, elle vérifiait ses signes vitaux. Toutes les 10 minutes,
Le Dr. Miller lui lançait un regard noir depuis l'autre bout des urgences, mais il était trop occupé par les nouveaux cas de traumatisme pour intervenir physiquement. Mais Miller n'avait pas oublié. Il avait passé un coup de fil. À 2h15 du matin, les doubles portes des urgences s'ouvrirent, non pas pour un patient, mais pour Karen Holloway. Karen était l'administratrice de l'hôpital de garde. C'était une femme qui voyait la médecine à travers le prisme des feuilles de calcul et des clauses de responsabilité. Elle portait un blazer crème immaculé qui semblait repousser la saleté des urgences, et ses talons claquaient bruyamment sur le sol en linoléum, comme le tic-tac d'une horloge. Elle était flanquée de deux grands hommes en uniforme. Mike Reynolds, le chef de la sécurité de l'hôpital, et un nouveau garde que Lisa ne connaissait pas. Lisa les vit arriver. Elle se plaça instinctivement entre la porte et le lit du patient. « Lisa », dit Karen d'une voix faussement douce qui masquait à peine son irritation. « Le Dr. Miller m'a dit que nous avions un problème. »« Nous avons un patient », corrigea Lisa en croisant les bras. « État critique, arythmie cardiaque grave, hypothermie. » Karen jeta un coup d'œil au bloc-notes accroché au pied du lit. « John Doe, sans assurance, sans papier d'identité. Et selon le Dr. Familiar, le triage l'a jugé non urgent avant que vous ne réquisitionniez cette chambre. Il a été mal diagnostiqué, dit Lisa fermement. Il a d'anciennes blessures par balle, une sternotomie. Il murmurait des codes militaires. Ce n'est pas juste un sans-abri, Karen. C'est un vétéran. Peut-être des forces spéciales. Il a besoin d'un lit en soins intensifs et d'une consultation en cardiologie. Karen rit. Un son sec et humiliant. Des codes militaires. Lisa, écoute-toi parler. Tu as fait des doubles gardes. Tu es épuisé. Le Dr. Miller dit que cet homme est un alcoolique qui souffre d'hallucinations. Nous avons besoin de cette chambre maintenant. Elle fit signe à Mike Reynolds. Mike, aidez M. Doe à s'installer dans un fauteuil roulant et accompagnez-le dans la salle d'attente. S'il est toujours là demain matin, nous appellerons les services sociaux. Il porte un pacemaker, cria Lisa, sa voix attirant l'attention des infirmières à proximité. Vous le débranchez. Son cœur s'arrête. Vous me demandez de le tuer. Je vous demande de suivre le protocole, rétorqua Karen, son masque aimable tombant. Cet hôpital est une entreprise, Lisa. Nous ne pouvons pas consacrer une salle de traumatologie à un cas social alors que nous avons des patients assurés qui saignent dans le couloir. Maintenant, écartez-vous ou je demanderai à Mike de vous faire sortir. Mike Reynolds semblait mal à l'aise. Il connaissait Lisa depuis 10 ans. Il savait qu'elle était la meilleure infirmière de l'établissement. « Lisa, dit-il doucement en s'avançant, allez, ne compliquez pas les choses. Laissez-nous simplement le déplacer. » Lisa regarda le patient. Sa couleur s'améliorait légèrement, le gris laissant place à un rose pâle. Il se battait pour vivre. Elle ne pouvait pas l'abandonner. « Non, dit Lisa. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit une seringue d'épinéphrine qu'elle avait mise de côté plus tôt, puis la déboucha. C'était du bluff. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Mais elle avait besoin qu'ils hésitent. Je suis la défenseuse des patients pour cette garde. Je déclare ce patient instable pour le transport. Si vous le touchez, je déposerai un rapport pour mise en danger du patient et agression contre un professionnel de santé. Vous êtes viré, dit Karen instantanément. Les mots restèrent suspendus dans l'air, froids et définitifs. Vous êtes relevé de vos fonctions, Lisa, à effet immédiat. Mike, faites-la sortir d'ici. Mike soupira. Je suis désolé, Lisa. Il se précipita vers l'avant. Tout se passa très vite. Lisa tenta de le bloquer, mais le nouveau garde l'attrapa par derrière et lui immobilisa les bras. La seringue tomba bruyamment sur le sol. « Lâchez-moi » hurla Lisa en se débattant contre la prise du garde. « Vous êtes en train de le tuer. Vérifiez ses identifiants. Vérifiez le numéro. Sortez-le du lit » ordonna Karen en désignant l'homme inconscient. Mike s'approcha du lit. Il tendit la main vers les électrodes fixées sur la poitrine de l'homme. « N'osez même pas » hurla Lisa, les larmes de frustration lui piquant les yeux. « C'est un soldat. C'est un héros. » Mike hésita, la main suspendue au-dessus des fils. Il regarda la poitrine de l'homme, voyant les cicatrices dont Lisa avait parlé, les blessures par balle, la sténotomie irrégulière. Il marqua une pause. « Mike. » Karen hurla. « Fais-le ou tu seras le prochain. » Mike serra les dents. Il tendit la main vers le bouton d'arrêt du stimulateur cardiaque externe. Roaring, le son était discordant.
Ce n'était pas le bip d'un téléphone portable, ni la sonnerie standard des téléphones fixes de l'hôpital. C'était le téléphone rouge, un lourd téléphone à cadran archaïque qui trônait sur le bureau principal des urgences. Il s'agissait d'une ligne directe installée pendant la guerre froide pour les urgences de défense civile. En 20 ans, Lisa ne l'avait jamais entendu sonner. Tout le service des urgences semblait figé. Ring. La secrétaire du service, une jeune fille nommée Jessica, regarda le téléphone avec horreur. Elle le décrocha d'une main tremblante. Urgence de Saint-Saint-Jude, elle coina, elle écouta pendant une seconde. Son visage devint livide, elle leva les yeux écarquillés, fixant Karen et les agences de sécurité. Madame appela Jessica d'une voix tremblante. Vous devez prendre cet appel. Je suis occupée à m'occuper d'un employé rebelle, cria Karen sans se retourner. Prenez le message. Non, madame, répondit Jessica en se levant, tenant le combiné comme s'il s'agissait d'une grenade active. Vous ne comprenez pas. Ils ont dit qu'ils appelaient du Pentagone. Karen se figea. Les agents de sécurité relâchèrent légèrement leur emprise sur Lisa. Le Pentagone? Karen ricana, bien que sa voix tremblât. C'est une blague? Qui est-ce? Dit-il. Jessica déglutit péniblement. Il a dit qu'il s'appelait Marcus Vance, président du comité des chefs d'état-major, et qu'il voulait savoir pourquoi le traceur GPS du colonel Arthur Banks était immobile dans notre salle de traumatologie. Lisa sentit le sang lui monter aux oreilles. Elle regarda l'homme dans le lit. Arthur Banks. Karen se dirigea vers le téléphone, ses talons claquant plus lentement. Elle décrocha le combiné. Ici Karen Holloway, administratrice de l'hôpital, dit-elle en essayant de paraître autoritaire. Il y eut un silence. La voix à l'autre bout du fil était suffisamment forte pour que Lisa puisse entendre les ordres aboyer même à 3 mètres de distance. Mademoiselle Holloway, tonna la voix, vous avez sous votre garde un atout précieux et hautement décoré. Son état est critique. Si le cœur de cet homme cesse de battre ne serait-ce qu'une seconde pendant qu'il est sous votre responsabilité, je demanderai au conseil médical de vous retirer votre licence. Puis je demanderai au FBI de vous arrêter pour trahison. Suis-je clair? Karen ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Maintenant, poursuivit le général, passez-moi l'infirmière qui a activé la balise. Lisa Bennett. Karen se retourna lentement, le visage couleur cendre. Elle tendit le téléphone à Lisa, qui était toujours retenue par les agents de sécurité. « C'est pour vous, » murmura Karen. Mike Reynolds lâcha immédiatement Lisa et recula comme si elle était radioactive. Lisa redressa sa blouse, se frotta les bras endoloris et se dirigea vers le bureau. Elle décrocha le lourd combiné rouge. « C'est Lisa », dit-elle d'une voix tremblante mais claire. « Mademoiselle Bennett », dit le général d'une voix qui s'adoucit instantanément. « Ici le général Vance. » « Vous surveillez le colonel Banks? »« Oui, monsieur. »« Il souffre d'un bloc cardiaque du 3e degré. Je le stimule à l'extérieur à 70 battements par minute. Il est stable pour l'instant, mais il a besoin d'un lit en soins intensifs et d'une intervention chirurgicale. L'administration essayait de le renvoyer chez lui. Le renvoyer? Le général eut un petit rire sinistre. « Mademoiselle Bennett, regardez par la fenêtre. » Lisa fronça les sourcils. Elle tendit le cordon et regarda par la fenêtre ruisselante de pluie de l'entrée des urgences. Au-dessus du bruit de la pluie, elle entendit un nouveau son, le battement rythmique des rotors. Des projecteurs transperçaient l'obscurité. Ce n'était pas un hélicoptère ambulance. Ils étaient noirs, massifs. 3 hélicoptères Black Hawk descendaient sur la pelouse de l'hôpital, leur souffle pliant les arbres en deux. « La cavalerie est là, Lisa. » Le général Vance dit. « Ne laissez personne le toucher avant que mes hommes ne soient à l'intérieur. Vous êtes responsable de cette sol jusqu'à nouvel ordre. Si l'administratrice Holloway vous cause des problèmes, dites-lui qu'elle pourra s'expliquer auprès du corps des Marines des États-Unis. » Lisa regarda Karen qui tremblait près du comptoir. Elle regarda le docteur Miller, qui se cachait derrière un porte-dossier. Lisa sourit. « Compris, général. Je m'en occupe. » Elle raccrocha le téléphone. Elle se tourna vers Mike Reynolds. « Mike, dit-elle calmement, gardez la porte. Personne n'entre dans la salle de traumatologie 3 sans ma permission. Surtout pas elle. » Elle désigna Karen. Mike acquiesça, un nouveau respect dans les yeux. Il se dirigea vers la porte, croisa ses bras massifs et lança un regard noir à son propre patron. « Vous avez entendu la dame. » Les doubles portes des urgences s'ouvrirent brusquement. Mais cette fois,
Ce n'étaient pas des ambulanciers. C'était une escouade de 6 hommes en tenue tactique complète, fusils baissés, se déplaçant avec une précision terrifiante. Le véritable drame ne faisait que commencer. Le silence qui s'abattit sur la salle des urgences était plus lourd que les tabliers de plomb utilisés en radiologie. 6 hommes, vêtus d'uniformes tactiques noirs sans autre insigne qu'un patch discret représentant le drapeau américain sur leurs épaules, se déployèrent dans la pièce. Leurs mouvements étaient fluides, silencieux et terriblement synchronisés. Ils ne ressemblaient pas à des équipes SWAT de la police. Ils se déplaçaient comme des prédateurs entrant dans une clairière. Le chef, un homme imposant avec une cicatrice traversant son sourcil, baissa son fusil, mais ne le mit pas en sécurité. Il scruta la pièce, à gauche, à droite, en haut, en bas, avant que son regard ne se pose sur Lisa. « C'est bon !» aboya-t-il dans son casque. « Cible localisée. Signes vitaux présents. » Il se dirigea droit vers le poste des infirmières, ignorant Karen Holloway, qui se pressait contre les classeurs comme si elle essayait de se fondre dans le métal. Le soldat s'arrêta devant Lisa. De près, elle pouvait voir que ses yeux étaient fatigués, mais perçants comme du verre brisé. « Madame, dit-il d'une voix grave et rauque, je suis le capitaine Hayes, du 1er détachement opérationnel des forces spéciales Delta. Vous êtes Bennett. Moi, dit Lisa, surprise que sa voix ne se brise pas. Elle tenait toujours le combiné rouge, bien que la ligne fût coupée. Bon travail, dit Hayes. Il regarda l'homme inconscient dans la salle de traumatologie 3. Est-il stable pour être transporté? L'hélicoptère est sur la pelouse, mais la tempête approche rapidement. Nous avons peut-être 5 minutes avant que le plafond nuageux ne devienne trop bas pour décoller. Lisa secoua immédiatement la tête. Absolument pas. Il tient à peine le coup. Je le surveille de l'extérieur, mais son cœur est irritable. La simple vibration du décollage d'un hélicoptère pourrait le faire basculer en fibrillation ventriculaire. Si vous le déplacez maintenant, vous transportez un cadavre. Hayes fronça les sourcils et tapota son oreillette. Commandement, et si bravo un. L'infirmière dit que le paquet est trop fragile pour être déplacé. Conseil. Il écouta un instant, la mâchoire serrée. Compris. Nous restons au sol. Il se tourna vers la pièce et éleva la voix. Écoutez tous. Cet établissement est désormais sous la juridiction temporaire du ministère de la Défense. Personne ne sort. Personne n'entre. Déposez tous vos téléphones portables sur le comptoir. Si vous essayez de passer un appel, d'envoyer un SMS ou de publier sur les réseaux sociaux, vous serez arrêté. Vous ne pouvez pas faire ça. Karen Holloway retrouva soudainement sa voix. Elle s'éloigna de l'armoire, lissa sa jupe, essayant de faire appel à l'autorité qu'elle exerçait si efficacement sur les concierges et les infirmières débutantes. C'est un hôpital privé. Vous n'avez pas le droit de réquisitionner mon service d'urgence. J'exige de voir un mandat. Le capitaine Hayes la regarda avec le même désintérêt que l'on pourrait manifester à un chihuahua qui jappe. « Madame, l'homme dans ce lit est classé niveau 1. S'il meurt parce que vous avez voulu voir des papiers, je n'aurai pas besoin d'un mandat. J'aurai besoin d'une pelle. » Karen eut le souffle coupé, son visage rougi d'un rouge profond et tacheté. Soudain, l'alarme de la salle de traumatologie 3 retentit, un son aigu et continu que tous les professionnels de santé redoutent. Lisa se retourna. Il est en arrêt cardiaque. Elle se précipita dans la pièce, suivie de près par Hayes. Le moniteur affichait un enchevêtrement chaotique de lignes ondulées. « VIB » cria Lisa. « Mike, écartez-vous. Becky, chargez les palettes. 200 joules. » Le docteur Miller, qui s'était recroquevillé près du placard à fourniture, ne bougeait pas. Il fixait les fusils des soldats, paralysés par la peur. « Docteur Miller » cria Lisa, « j'ai besoin de vous à la tête du lit. Il faut dégager ses voies respiratoires. » Miller secoua la tête, les mains tremblant violemment. « Je ne peux pas. Les armes. Je ne peux pas travailler comme ça. »« Dégagez » hurla Lisa en plaquant les palettes sur la poitrine du colonel Bank. Le corps fut secoué de convulsions. Le moniteur se réinitialisa. Ligne plate. Puis une ligne irrégulière. Puis à nouveau le chaos. « Toujours en vie, IB » dit Lisa, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. « Rechargez. 300 joules. Miller, venez ici et intubez-le. Ou que Dieu me vienne en aide. Je témoignerai contre vous lors de votre audience pour négligence. » Miller trébucha en avant, l'air sur le point de vomir.
Il attrapa le laryngoscope, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvint même pas à ouvrir la bouche du patient. La lame métallique heurta les dents du colonel Banks en ébréchant une. « Arrêtez !» aboya Lisa. Elle repoussa le médecin. C'était un geste qui pouvait mettre fin à sa carrière. Une infirmière qui écarte physiquement un médecin pendant une intervention, mais elle s'en moquait. « Capitaine Hayes », dit Lisa sans lever les yeux, tandis qu'elle saisissait le ballon d'Ambro pour ventiler manuellement le patient. « L'un de vos hommes a-t-il une formation médicale? »« Sergeant Cole », cria Hayes, un soldat trapu chargé d'un lourd paquetage, se précipita. « 18 Delta, madame, infirmier de combat. Libérez les voies respiratoires immédiatement, » ordonna Lisa. « Miller est inutile. » Le soldat n'hésita pas. Il passa son fusil dans son dos, se déplaça avec précision et, en moins de 10 secondes, avait introduit un tube dans la gorge du colonel. « Bonne respiration, » rapporta Cole. « Chargez, » cria Lisa. « Dégagez. » Boum! Silence, la pièce retint son souffle. Même Karen Holloway observait. Bouche bée. Bip, bip, bip. Rythme sinusal. Il était faible, mais il était là. Il est de retour. Lassa expira, essuyant la sueur de son front avec son épaule. Mais le stimulateur cardiaque externe ne suffit pas. Les électrodes brûlent sa peau et la connexion est irrégulière. Il a besoin d'un stimulateur cardiaque transveineux temporaire immédiatement inséré dans son cœur. Elle regarda le docteur Miller. Le médecin était appuyé contre le mur, pâle et en sueur. Il n'était pas en état d'effectuer une intervention délicate et invasive. « Je ne peux pas le faire, » murmura Miller. « Je ne suis pas cardiologue. Nous n'avons pas de cardiologue, » rétorqua Lisa. « Le médecin de garde est à 40 minutes d'ici sous cette pluie. » Lisa regarda le plateau d'instruments. Elle avait vu cette intervention 100 fois. Elle connaissait l'anatomie, elle connaissait les risques, mais elle était infirmière. Si elle opérait un patient, elle ne risquait pas seulement de perdre sa licence. Elle risquait la prison. Elle regarda le colonel Banks. Son visage était relâché, sans défense. L'homme qui s'était battu pour son pays, qui portait les cicatrices de la torture, allait mourir à cause de la bureaucratie hospitalière et d'un médecin lâche. Lisa attrapa la blouse stérile et les gants. « Infirmière Bennett, hurla Karen Holloway depuis l'embrasure de la porte. Si vous prenez ce scalpel, vous êtes fini. Vous n'êtes pas chirurgienne. Vous serez accusé de coups et blessures. » Lisa s'arrêta, le scalpel suspendu au-dessus de la trousse. Le capitaine Hayes s'interposa entre Lisa et Karen. Il posa la main sur son arme sans la dégainer, simplement posée-là. « Mademoiselle Holloway, » dit Hayes calmement, en vertu du code uniforme de justice militaire dans une zone de combat. Les promotions sur le terrain sont autorisées pour assurer le succès de la mission. Je désigne cette salle de traumatologie comme zone de combat. Il se tourna vers Lisa. « Vous êtes aux commandes, Lieutenant Bennett. Sauvez-lui la vie. » Liza ne perdit pas une seconde. « Becky, préparez le coup. Bétadine, lidocaine, allons-y. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, le service des urgences resta silencieux, à l'exception des ordres calmes de Lisa. Elle pratiqua l'incision. Elle trouva la veine jugulaire. D'une main sûre, une main qui avait tenu des patients mourants, réconforté des mères en pleurs et nettoyé les dégâts de la ville. Elle enfila le fil vers le cœur. Elle regarda le moniteur. Elle devait faire en sorte que l'extrémité du fil touche la paroi du ventricule droit. Trop superficielle, cela ne fonctionnerait pas. Trop profond, elle perforerait le cœur et le tuerait. « Avance », murmura-t-elle. « Avance ». L'écran changea soudainement. Les zones chaotiques se transformèrent en un pic haut et puissant. « Capture !»« Nous avons la capture !» soupira Lisa. « Réglez la fréquence à 80. » Le cœur réagit instantanément. Bip, bip, bip. Fort et régulier. Lisa fixa la ligne et recula, retirant ses gants ensanglantés. Ses mains se mirent à trembler seulement maintenant que c'était fini. Le sergent Cole la regarda et hocha la tête. « Beau travail, maman. J'ai vu des chirurgiens se planter sur le terrain. Tu as du sang-froid. » Lisa se tourna vers la porte. Karen Holloway était partie. Le docteur Miller fixait le sol, mais le soulagement fut de courte durée. Les lumières des urgences clignotèrent une fois, 2 fois, puis tout l'hôpital fut plongé dans l'obscurité. Les générateurs de secours se mirent en marche dans un faible bourdonnement, allumant les faibles lumières rouges de secours,
Mais les moniteurs du colonel Banks clignotèrent et ne se rallumèrent pas immédiatement. Le capitaine Hayes tapota son casque. « Commandement! Commandement! Vous me recevez? » Statique. « Les communications sont brouillées, » annonça Hayes d'une voix tendue. Il arma son fusil. Ils ont coupé le courant et ils brouillent le signal. Il regarda Lisa. Ils sont là. Les lumières de secours projetaient de longues ombres inquiétantes dans la salle de traumatologie. La pluie martelait les fenêtres comme des poignées de gravier. Un rythme implacable qui masquait les bruits du monde extérieur. « Qui est là? » demanda Lisa, la voix étouffée. Elle s'approcha instinctivement du patient, vérifiant la batterie de secours du pacemaker qu'elle venait d'installer. Il fonctionnait, Dieu merci. Le capitaine Hayes fit des signes à son équipe de prendre des positions défensives aux entrées des urgences. 2 hommes aux doubles portes, 2 à la baie des ambulances, ceux qui lui ont fait ses trous de balles, dit Hayes d'un ton sinistre. Nous les appelons le syndicat. C'est un réseau de trafic d'armes qui opère depuis l'Europe de l'Est, mais ils vendent ici, à Washington. Le colonel Banks était sous couverture. Nous avons perdu contact avec lui il y a 6 mois. Lisa baissa les yeux vers le visage émacié de l'homme. Il était dans la rue depuis 6 mois. Il se cachait. Hayes dit que Banks est un fantôme, un agent qui n'existe pas sur le papier. Il a découvert quelque chose d'important, quelque chose qui remonte jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. Il savait que s'il sortait de la clandestinité, il serait assassiné avant d'avoir pu faire son rapport. Il est donc resté caché. Il s'est fondu dans la masse, mais il est tombé malade. Lisa comprit. Le bloc cardiaque, l'exposition. Son corps avait lâché. Hayes acquiesça. Il a déclenché la balise en dernier recours. Il savait que cela nous alerterait, mais il savait aussi que cela les alerterait. Ce signal est scripté, mais le syndicat dispose d'une technologie capable de le trianguler. En le sauvant, Lisa a commencé. Vous avez peint une cible sur ce bâtiment, a terminé Hayes. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. S'il meurt, les informations qu'il détient mourront avec lui. Et ces informations valent plus que le PIB d'un petit pays. À ce moment-là, un faisceau de lampes torches a traversé l'obscurité du couloir. Karen Holloway revint en trombe vers la salle de traumatologie, suivie par Mike Reynolds, l'agent de sécurité. « C'est inacceptable », siffla Karen, sa voix résonnant dans le silence des urgences. « Il y a une coupure de courant. Les générateurs tiennent à peine le coup. » Nous avons des patients sous respirateur artificiel dans l'unité de soins intensifs. J'appelle la police. Les téléphones ne fonctionnent plus, Karen, dit Mike d'une voix étonnamment ferme. Les lignes fixes, les portables, tout. C'est une panne totale. Eh bien, réparez ça. Karen se tourna vers le capitaine Hayes. C'est vous qui avez provoqué ça. Vous et vos jeux de guerre. Je veux que vous quittiez mon hôpital. Hayes l'ignora et regarda Mike. Vous êtes le chef de la sécurité. Oui, monsieur, répondit Mike en se redressant. Combien y a-t-il de sorties dans cette aile? L'entrée principale, la baie des ambulances et un couloir de service qui mène à la cafétéria et au quai de chargement. Mike répondit rapidement. Verrouillez-les, ordonna Hayes. Mes hommes couvrent l'avant, mais j'ai besoin de surveiller le quai de chargement. Je ne fais rien pour vous, intervint Karen. Mike, restez ici, c'est moi qui donne les ordres. Mike regarda Karen. Il regarda Lisa, qui se tenait protectivement devant le colonel. Il regarda les soldats qui se préparaient à un siège. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Holloway, » dit Mike en décrochant sa radio. « Taisez-vous. » Karen resta bouche bée. « Excusez-moi. Vous avez essayé de jeter un vétéran mourant sous la pluie, » dit Mike en s'approchant d'elle, sa grande silhouette la dominant. « Et maintenant, nous avons des malfaiteurs qui coupent l'électricité. Je suis un ancien Marine, Karen. Je sais quand la chaîne de commandement change. Lisa s'occupe des soins médicaux. Le capitaine s'occupe de la sécurité. Vous ne faites que gêner. Va t'asseoir dans ton bureau et verrouille la porte. » Mike se tourna vers Hayes. « J'ai un calibre 12 dans l'armoire de sécurité et 2 gars de l'équipe de nuit qui savent s'en servir vont prendre le quai de chargement. » Hayes acquiesça, un rare sourire effleurant ses lèvres. « Bon travail. Vas-y. » Mike s'enfuit dans l'obscurité. « Lisa, » dit Hayes en reportant son attention sur elle, « nous devons le déplacer. » Cette salle de traumatologie est comme un aquarium. Quoi qu'il arrive, nous sommes des cibles faciles ici. La salle d'IRM suggéra immédiatement Lisa. Elle se trouve à l'intérieur du bâtiment. Ses murs épais sont recouverts d'un blindage en cuivre.
Cela pourrait bloquer le signal de brouillage et elle est facile à défendre. Il n'y a qu'une seule porte lourde pour entrer et sortir. Montrez-nous le chemin, dit Hayes. Ils déconnectèrent le colonel des moniteurs muraux, se fiant aux moniteurs de transport portable. Le sergent Cole et Hayes prirent la tête et le pied du lit. « Allons-y », chuchota Hayes. Ils avancèrent en formation serrée dans les couloirs sombres. L'hôpital était sinistre. Les infirmières et les patients se blottissaient dans les chambres en chuchotant, leurs visages éclairés par la faible lueur des panneaux de sortie de secours. En passant devant la salle d'attente, Lisa vit quelque chose qui lui glaça le sang. À travers la vitre de l'entrée principale, derrière les portes automatiques striées de pluie, 3 SUV noirs s'étaient garés le long du trottoir, bloquant les ambulances. Des hommes en imperméable en sortaient. Ils ne se pressaient pas. Ils étaient calmes. Ils portaient de longs objets ressemblant à des parapluies, mais Lisa savait que ce n'étaient pas des parapluies. « Capitaine, » murmura Lisa. « À 3 heures. » Hayes jeta un coup d'œil. « Contact à l'avant. Bougez. Allez, allez. » La vitre des portes d'entrée vola en éclats. Curr, crash. Ce n'était pas un coup de feu. Une balle silencieuse. Le bruit du verre qui se brisait était plus fort que le coup de feu lui-même. « À couvert !» rugit Hayes en poussant le lit d'hôpital dans le coin, juste au moment où le mur derrière eux explosait dans un nuage de poussière blanche. La fusillade avait commencé. Ils coururent dans le couloir, les roues du brancard crissant sur le linoléum. Derrière eux, les détonations sèches des fusils des forces spéciales répondaient aux coups de feu silencieux des assaillants. « Dans l'IRM !» cria Lisa en passant son badge pour ouvrir la lourde porte blindée. Ils roulèrent le colonel à l'intérieur. La pièce était sombre. L'énorme appareil d'IRM se dressait comme un beignet géant au centre. « Cole, barricade la porte », ordonna Hayes. « Attendez », cria Lisa. « Est-ce qu'il porte du métal ?»« L'aimant. L'aimant est-il activé ?»« Il n'y a plus d'électricité. » Arletta Cole en poussant un lourd chariot de ravitaillement contre la porte. « L'aimant est éteint, n'est-ce pas? »« Non », réalisa Lisa avec horreur. « Les aimants des IRM sont super refroidis. Ils sont toujours allumés, sauf si on les éteint. Si quelqu'un entre ici avec une arme, elle lui sera arrachée des mains. » Hayes se figea. Mon fusil. Il sentit immédiatement l'attraction. Le canon métallique de sa carabine était attiré vers le centre de la machine. « Tout le monde à terre !» hurla Lisa. Trop tard. La porte s'ouvrit brusquement. L'un des assaillants, un homme vêtu d'un trench coat mouillé et armé d'un pistolet mitrailleur, entra dans la pièce. Les lois de la physique prirent le dessus. L'appareil IRM, un monstre de 3 Teslas, attrapa le pistolet mitrailleur. L'arme s'envola de la main de l'homme, traversant les airs comme un missile, et s'écrasa contre le canon de l'aimant dans un bruit assourdissant. L'agresseur regarda ses mains vides, stupéfait. Le capitaine Hayes n'hésita pas. Il sortit son arme de poing, un Glock en polymère, principalement en plastique, mais dont la glissière et le canon étaient en acier. Il dut lutter contre l'attraction, visant à 45 degrés de l'appareil, juste pour que le canon pointe droit. Bang! L'agresseur s'effondra. « On ne peut pas se tirer ici !» cria Hayes, luttant pour ranger son arme alors que l'aimant essayait de la lui arracher de la ceinture. « Les balles vont dévier, les armes sont inutiles. »« Alors on utilise ce qu'on a », dit Lisa en attrapant une lourde potence à perfusion non magnétique en aluminium. Elle se plaça devant le colonel. La porte était ouverte. Les assaillants se trouvaient dans le couloir, et dans cette pièce, les armes les plus sophistiquées au monde étaient inutiles. Ce serait une bagarre au corps à corps dans le noir. Et Lisa Bennett, l'infirmière de Washington, était prête à se battre. La salle d'IRM était un tombeau de silence, à l'exception du battement rythmique du cœur du colonel sur le moniteur portable et de la respiration haletante des 3 défenseurs. Les règles d'engagement avaient changé instantanément. Les assaillants dans le couloir, réalisant que leurs armes principales étaient inutiles à l'intérieur du champ magnétique, hésitèrent. Mais ils étaient des professionnels. Ils ne battirent pas en retraite. Ils rangèrent leurs armes de poing et sortirent leurs couteaux de combat, en céramique ou en titane, non magnétiques, mortels. « Cole, restez avec le patient », aboya le capitaine Hayes. « Lisa, mettez-vous derrière la passerelle. S'ils me dépassent, utilisez tout ce que vous avez pour les empêcher d'entrer. » 2 hommes ont enfoncé la porte.
Ils se déplaçaient rapidement, près du sol, leurs lames brillant dans la faible lumière du couloir. Hayes a accueilli le premier, avec une efficacité brutale que Lisa n'avait vue que dans les films. Le soldat a esquivé un coup de couteau à la gorge, a attrapé le poignet de l'agresseur et a utilisé son élan pour le projeter tête la première contre le boîtier en plastique de l'appareil d'IRM. Il y eut un craquement d'os écœurant. Le deuxième agresseur se jeta sur Cole. Cole, incapable de quitter le colonel, utilisa la seule arme dont il disposait, le lourd tabouret en aluminium non ferreux utilisé par le technicien IRM. Il le brandit comme une batte de baseball. Le métal résonna contre les côtes de l'agresseur, le faisant trébucher en arrière. Mais un troisième homme entra. Il était plus grand que les autres et n'avait pas de couteau. Il avait une matraque. Il contourna Hayes et se dirigea directement vers Lisa et le colonel. Le cœur de Lisa battait à tout rompre. Elle n'était pas soldat. Elle était une mère de 2 enfants âgés de 45 ans, mais elle était également infirmière aux urgences. Elle savait exactement comment fonctionnait le corps humain et comment le mettre hors service. Alors que l'homme se précipitait, cherchant à atteindre les fils reliés au colonel Banks, Lisa n'essaya pas de le frapper. Elle attrapa un bidon de liquide de nettoyage compatible avec l'IRM sur le comptoir et le vaporisa directement dans ses yeux. L'homme rugit et se frotta le visage, aveuglé. Lisa s'avança, au lieu de reculer. Elle enfonça son pouce avec force dans le point sensible sous sa mâchoire, le sinus corroté. C'était une manœuvre vagale. Aux urgences, on l'utilisait avec précaution pour ralentir un cœur qui battait trop vite. Utilisé avec une force maximale, il pouvait faire chuter la pression artérielle instantanément, provoquant une syncope. Les yeux de l'homme se sont retournés. Ses genoux ont fléchi. Il s'est effondré sur le sol, inconscient avant même de toucher le linoléum. « Bien joué, locataire de gauche. »« Duel !» a crié Cole en repoussant d'un coup de pied le couteau de l'homme qu'il venait de mettre à terre. Hayes acheva le premier agresseur d'un étranglement, laissant tomber le corps inerte. « C'est bon. » Barricadez à nouveau cette porte. Ils repoussèrent le lourd chariot de ravitaillement à sa place, le coinçant sous la poignée. Lisa se précipita vers le colonel. L'agitation avait fait monter son rythme cardiaque, mais le pacemaker tenait bon. Ses yeux étaient ouverts. « Colonel, » murmura Lisa en se penchant vers lui, « vous m'entendez? » Arthur Banks la regarda. Sa vision était floue, il voyait par intermittence. Il vit une femme en blouse, le visage maculé de suie, les yeux brillants de détermination. « La clé USB !» gronda Banks, la main tâtonnant à sa taille. « Ma botte !» Lisa regarda Hayes. Le capitaine acquiesça. Lisa défit les lacets de la botte de combat boueuse du colonel. À l'intérieur, collée à la languette en cuir, se trouvait une carte micro SD, pas plus grande qu'un ongle. « Prenez-la, halta Banks. Le protocole Archer est une liste. »« Une liste de quoi? » demanda Hayes en s'approchant. « Des traîtres, » murmura Banks, épuisé par l'effort. « Le Sénat, le Pentagone. Le syndicat n'est pas seulement un trafiquant d'armes. Il possède la moitié de Washington. Il les a achetés. » Lisa sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie froide dehors. Ce n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était une prévention de coup d'État. Il saigne que je l'ai. Banks a dit qu'il n'arrêterait pas tant que ce bâtiment ne serait pas réduit en cendres. Vous devrez le télécharger. Seuls les fourgons équipés de serveurs sécurisés peuvent le faire. Nous ne pouvons pas émettre de signal. Hayes a dit qu'il brouillait tout. Le toit. Banks a dit la liaison satellite de l'hélicoptère médicalisé, s'il atterrit. Soudain, un bruit sourd secoua la porte, puis un autre. Les assaillants utilisaient un bélier. Le chariot gémit sous la pression. « On ne peut pas rester ici, » dit Cole en regardant sa montre. « Ils vont entrer dans moins d'1 minute. Et s'ils ne peuvent pas nous abattre, ils nous brûleront vifs. » Comme sur commande, une odeur de fumée commença à s'infiltrer sous la porte. « Des incendiaires !» jura Hayes. « Ils sont en train de mettre le feu au couloir. La fumée tuera le colonel avant le feu. » Lisa regarda l'appareil d'IRM, puis elle regarda le mur du fond de la suite. C'était une fenêtre donnant sur la salle de contrôle, faite d'un épais verre blindé. La salle de contrôle, dit Lisa, dispose d'un système de ventilation séparé pour le technicien et d'une porte qui mène au couloir principal près des ascenseurs. « Le verre est-il par balle? » demanda Hayes. « Non, » répondit Lisa en ramassant la lourde bouteille d'oxygène qu'elle avait utilisée plus tôt. « Mais il se brise si vous le frappez assez fort. » Hayes acquiesça.
Cole attrapa le colonel. Lisa, brisez la vitre. Nous allons nous rendre sur le toit. Lisa balança la bouteille de toutes ses forces. Le verre vola en éclats. Ils soulevèrent le colonel à travers la fenêtre. La fumée s'épaississait déjà dans la pièce derrière eux. Ils se précipitèrent dans la salle de contrôle, puis dans le couloir arrière. L'air y était plus pur, mais le bruit lointain des coups de feu devenait de plus en plus fort. La bataille pour Saint-Jude s'étendait. Les couloirs de l'hôpital étaient baignés de la lueur rouge inquiétante des lumières de secours. Lisa conduisit l'équipe vers les ascenseurs de service, les seuls à fonctionner grâce à l'alimentation de secours. Ils se déplaçaient rapidement, les roues du brancard vrombissant sur le linoléum. Alors qu'ils tournaient au coin près des vestiaires, ils faillirent heurter une silhouette recroquevillée contre le mur. C'était le docteur Greg Miller. Il était assis par terre, serrant son bras ensanglanté, sa blouse de laboratoire tachée et en lambeaux. Il sursauta violemment lorsqu'il vit l'équipe tactique. « Ne tirez pas !» hurla Miller en reculant précipitamment. « Greg !» dit Lisa en s'agenouillant à côté de lui. « Que s'est-il passé? » « J'essayais de rejoindre la sortie, » balbutia Miller, le visage pâle couvert de sueur. « Un homme en trench coat m'a tiré dessus. Il m'a juste effleuré. Je me suis caché ici. » Lisa examina rapidement la blessure. Ce n'était qu'une égratignure superficielle. Nous nous dirigeons vers le toit pour l'extraction. Venez avec nous. Miller regarda les soldats, puis le colonel Banks inconscient. Son regard était nerveux. Le toit, vous êtes sûr? Le sous-sol est peut-être plus sûr. Nous n'avons pas le choix, dit le capitaine Hayes en faisant signe à l'équipe de se mettre en route. Allons-y. Ils aidèrent Miller à se relever. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers les ascenseurs, Lisa remarqua quelque chose. Miller ne tremblait pas seulement de douleur. Il était terrifié. Et à travers le tissu fin de la poche de sa blouse, une lumière douce et rythmée clignotait. Lisa s'arrêta. « Greg, pourquoi votre téléphone fonctionne-t-il? » Miller se figea. « Les brouilleurs ont coupé tous les signaux, » dit Lisa dans un murmure. « Mon téléphone est hors service. La radio du capitaine ne fonctionne plus. Alors pourquoi ton écran s'allume-t-il? » Hayes se retourna, levant instantanément son fusil. Les mains tremblantes, Miller sortit lentement un téléphone à clapet bon marché. L'écran affichait un nouveau SMS. La cible se dirige vers les ascenseurs. Coupez-leur la route. Le silence était assourdissant. Toi, Lisa murmura, fixant l'homme avec lequel elle avait travaillé pendant des années. Tu leur as dit où nous étions. Je ne savais pas. Miller fondit en larmes. Ils m'ont offert 50 000 $ juste pour signaler les admissions militaires. J'ai des dettes, Lisa. Ils ont dit qu'ils étaient juste des entrepreneurs à la recherche de soldats déserteurs. Je ne savais pas qu'ils attaqueraient l'hôpital. Tu as vendu un patient, dit Lisa, la voix tremblante de dégoût. Tu nous as vendus. Ils ont menacé de me tuer, sanglota Miller. Je devais les tenir au courant. Hayes attrapa Miller par le col et le projeta contre le mur. Tu as compromis notre extraction. À cause de toi, une équipe de tueurs nous attend à l'étage. Je peux arranger ça, supplia Miller. Je peux leur envoyer un SMS. Dis-leur que tu es allé à la morgue. Hayes le fixa du regard. Fais-le. Tape. Changement de plan. En route pour la station. Mallard tapait le message avec des doigts tremblants et appuya sur « Envoyer ». Hayes lui arracha immédiatement le téléphone et l'écrasa sous sa botte. « Cole, prends son badge pour le contourner », ordonna Hayes. « Miller, trouve un trou et cache-toi. Si nous survivons, tu iras en prison. » Ils laissèrent le médecin en larmes dans le couloir et poussèrent le brancard dans l'ascenseur de service. Lisa appuya sur le bouton pour le toit. La cabine commença à monter. 4e étage. 5e étage. « Préparez-vous, » dit Hayes en vérifiant son arme. « Ce message nous a peut-être fait gagner 30 secondes, mais quand ces portes s'ouvriront, ça va faire du bruit. » Il regarda Lisa. « Lieutenant Bennett, gardez le brancard baissé. Mettez-vous derrière les climatiseurs. Nous allons attirer leur tir. »« Et vous? » demanda Lisa. Hayes sourit, l'air féroce et intrépide. « Nous sommes Delta. Nous ne mourrons pas facilement. » Ding! Les portes s'ouvrirent sur un monde de vent et de pluie. Le toit était le théâtre d'une tempête chaotique. Mais à travers l'averse, Lisa vit le salut. Un hélicoptère Black Hawk modifié furtif planait à quelques centimètres au-dessus de l'héliport, ses rotors fendant l'air. Mais entre eux et l'appareil,
4 silhouettes semblent sortir de l'ombre des cheminées de ventilation. La diversion ne les avait pas tous trompés. « Contrôle !» rugit Hayes. Lui et Cole jaillirent de l'ascenseur, leurs fusils silencieux crachant des rafales. Tip, tip, tip. Lisa resta baissée, poussant la lourde civière de toutes ses forces. Des balles ricochèrent sur le béton à quelques centimètres de ses pieds, mais elle ne broncha pas. Elle garda les yeux rivés sur la porte de l'hélicoptère. « Allez, allez !» hurla le chef d'équipe en lui faisant signe d'avancer. Un tireur les flanqua, levant son arme sur Lisa. Hayes le vit. Il n'avait pas de terre dégagée, alors il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il se jeta dans la ligne de tir. Hayes grogna lorsqu'une balle lui transperça la poitrine, le projetant en arrière. Mais il se releva instantanément, tirant avec son arme de poing et abattant l'attaquant. « Vas-y, Lisa !» hurla Hayes, les dents maculées de sang. Elle atteignit l'hélicoptère. Des mains puissantes saisirent le colonel et le hissèrent à bord. L'Asta fut hissée à son tour et atterrit lourdement sur le sol métallique humide. Elle regarda en arrière. Cole traînait le capitaine Hayes vers la porte ouverte, tout en tirant pour couvrir leur retraite. Le mitrailleur ouvrit le feu avec son minigun, criblant le toit et forçant les mercenaires du syndicat à se mettre à couvert. Cole lança des fumigènes dans la cabine et plongea à sa suite. « C'est bon. Allez, allez !» L'hélicoptère vira brusquement, s'élançant dans le ciel. L'Asta regarda l'hôpital rétrécir sous leurs pieds, les lumières rouges des ambulances s'estompant au loin. Elle regarda le capitaine Hayes. Il se tenait la poitrine, grimaçant, mais il lui fit un signe de victoire. Ils étaient vivants. La voix du pilote crépita dans le casque. « Commandement, ici Dust Off One. Paquet sécurisé. En route vers Andrews. » Une pause. Puis une voix mécanique et froide intervint. « Dust Off One. Ici le contrôle aérien. Vous n'êtes pas autorisé à atterrir à Andrews. Atterrissez immédiatement dans le secteur 4 où vous serez pris pour cible. » Le pilote pâlit. Ce n'est pas le contrôle aérien. Ce signal vient d'au-dessus de nous. Une alarme stridente retentit dans la cabine. Weep, weep, weep. Missile verrouillé. Le pilote hurla. « Accrochez-vous. » Ils n'étaient pas encore sortis de combat. Ils étaient la proie. Le Black Hawk tangua violemment vers la gauche, inclinant si fortement que Lisa sentit son estomac se nouer. Des fusées éclairantes, des fusées éclairantes, des fusées éclairantes, hurla le pilote. Une série d'éclats aveuglants de magnésium blanc explosèrent sur le côté de l'hélicoptère, traversant la nuit pluvieuse comme des étoiles filantes. Une seconde plus tard, un missile traînant un panache de feu rugit devant la porte ouverte, manquant le retors de queue de quelques centimètres seulement. Il explosa contre les fusées éclairantes dans un craquement assourdissant et un éclair aveuglant. L'hélicoptère trembla sous l'effet de l'onde de choc, chutant de 15 mètres avant que le pilote ne parvienne à le reprendre en main. « Ils nous ont ratés !» hurla Cole en s'agrippant à la sangle. « Mais ils nous verrouillent à nouveau. »« Je ne peux pas semer un drone avec cette charge utile, » répondit le pilote. « Je suis une cible facile. » Lisa regarda le colonel Banks. Il était réveillé, les yeux fixés sur le plafond de la cabine, écoutant le signal d'alarme du récepteur d'alerte radar. Il fouilla dans sa poche et en sortit la carte micro SD. « Capitaine, dit Banks d'une voix faible mais autoritaire, si nous nous écrasons, avalez ceci. » Hayes secoua la tête, les dents tachées de sang. « Nous n'allons pas nous écraser, colonel. » Hayes activa son casque, contournant les canaux brouillés et diffusant sur la fréquence d'urgence ouverte. « Mayday, Mayday. Ici Dust Off One, sous le feu dans le secteur 4. Nous avons le paquet Archer. Demande d'assistance aérienne immédiate. Statique. » Puis une voix calme et posée coupa le bruit. « Dust Off One. Ici Viper Leader. Regardez en haut. » Lisa regarda par la fenêtre. Au-dessus des nuages de pluie, 2 bangs soniques déchirèrent l'air. 2 F-6 Fighting Falcons déchirèrent le ciel nocturne. Leur post-combustion brillaient comme des yeux de feu. « Viper 2, engagez Bandit », ordonna la voix. L'un des jets vira, tirant un missile air-air. Une traînée de lumière frappa le drone invisible qui se cachait dans les nuages au-dessus d'eux. Une énorme boule de feu illumina l'horizon de Washington. « Splash 1, » rapporta le pilote. « Dust Off One, vous pouvez vous rendre au Pentagone. Nous vous raccompagnerons. » Lisa s'affala contre son siège, les larmes de soulagement se mêlant à la suie sur son visage. Cole lui tapota l'épaule.
Je vous l'avais dit, lieutenant, on ne meurt pas facilement. 10 minutes plus tard, ils atterrirent sur l'héliport du Pentagone. Les rotors avaient à peine cessé de tourner qu'une équipe médicale envahit l'appareil. Mais ils n'étaient pas seuls. Debout sous la pluie, flanqué d'une douzaine de Marines, se tenait le général Marcus Valence. Il n'avait pas l'air d'un bureaucrate. Il avait l'air d'un homme prêt à mettre le monde en pièces pour protéger son peuple. Alors qu'il déchargeait le colonel Banks, le général s'approcha de la civière. Il serra la main de Banks. « Bienvenue à la maison, Arthur, » dit Vance doucement. « La liste, » murmura Banks en lui tendant la petite carte. « Tout y est. » Vance prit la carte, la mâchoire crispée. « Alors ce soir, nous faisons le ménage. » Le général se tourna ensuite vers Lisa. Elle était mouillée, ensanglantée et épuisée. Elle ne ressemblait en rien à un soldat, mais elle se tenait droite. Vance fit un salut militaire. Un salut parfait, précis. Les marines autour de lui firent de même. « Mademoiselle Bennett, » dit Vance en baissant la main, « vous avez désobéi à un ordre direct de l'administrateur de l'hôpital. Vous avez agressé un agent de sécurité. Vous avez pratiqué une opération chirurgicale non autorisée et détruit un appareil DRM d'une valeur de 2 millions de dollars. » Lisa déglutit péniblement. « Oui, monsieur. » Vance sourit. « La meilleure infirmière que j'ai jamais vue. Les gros titres ont secoué la nation. Le scandale Archer a conduit à l'arrestation de 3 sénateurs, de 2 responsables du Pentagone et au démantèlement de la cellule du syndicat à Washington. Le Dr. Greg Miller a été arrêté à la frontière canadienne alors qu'il tentait de s'enfuir avec un sac rempli d'argent liquide. Il purge actuellement une peine de 20 ans pour complot et mise en danger. Karen Holloway a été licenciée le lendemain matin. Le conseil d'administration de St. Jude n'a pas apprécié qu'une administratrice tente d'expulser un récipiendaire de la médaille d'honneur mourant. Quant à Lisa, elle n'a pas perdu son emploi. En fait, elle ne pouvait pas traverser les urgences sans que quelqu'un s'arrête pour lui serrer la main. Mais elle n'est pas restée longtemps à St. Jude. Un mardi ensoleillé, Lisa est entrée dans son nouveau bureau. La plaque sur la porte n'indiquait pas infirmière en chef. On pouvait y lire Lisa Bennett, directrice de la formation médicale Walter Reed, Centre médical militaire national. Elle s'est assise, a pris un dossier et a souri. Le téléphone a sonné. Directrice Bennett, a dit la voix à l'autre bout du fil. Nous avons un cas critique qui arrive. Nous avons besoin de votre avis. Lisa a attrapé son stéthoscope. J'arrive. Et voilà comment une infirmière a tenu tête à un hôpital, à un médecin traître, et à une armée mercenaire pour sauver la vie d'un héros. Lisa a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un badge ou une arme pour être un guerrier. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un stéthoscope et du courage de dire non. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela permet de diffuser ces histoires à un plus grand nombre de personnes. Et si vous pensez que nos infirmières et nos vétérans méritent le plus grand respect, partagez cette vidéo avec un ami. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire d'héroïsme réel. Qu'auriez-vous fait à la place de Lisa? Auriez-vous risqué votre carrière pour sauver un inconnu? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt.